sans plus attendre, donc je vous propose de démarrer la première session de la journée et une toute première partie qui va être dédiée aux expositions professionnelles spécifiques, à quelques expositions professionnelles spécifiques, puisqu'on va parler ce matin d'expositions à des agents chimiques, mais aussi d'expositions professionnelles à des agents physiques, et notamment aux radiofréquences. Donc, je vous propose d'accueillir tout de suite les trois intervenants de la matinée. Armelle Biola-Vidaman, Saadia Kerdine-Romer et Maxime Turuban, s'ils sont là. Bienvenue à vous trois. Donc, ce qu'on va faire, c'est effectivement des présentations de 10 minutes. Chaque intervenant va présenter pendant 10 minutes. Et il y aura une séance d'échange après avec la salle et aussi les personnes à distance. Donc, ce matin, nous allons démarrer avec des présentations qui vont témoigner finalement de la grande diversité de l'exposition professionnelle. Donc, on l'a dit, des agents chimiques, des agents physiques. Peut-être pour les deux premiers intervenants, un lien qui est autour des allergies. Donc quand on parle d'allergie, vous le savez tous, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent. Peut-être certains d'entre vous en souffrent déjà. Quand on parle d'allergies respiratoires qui sont de plus en plus fréquentes, on pense au changement climatique, mais aussi à la pollution atmosphérique avec les particules qui sont souvent mises en cause. Mais pas seulement. Il y a des travaux récents là, qui portent sur l'influence de quelques substances chimiques sur ces phénomènes d'allergie et sur les mécanismes de survenue des allergies respiratoires. Du coup, je propose de démarrer tout de suite avec Armelle Biola-Vidaman, qui est professeure... Pardon, vous êtes là, je me disais, mais où est-elle ? Merci Armelle, professeure de toxicologie, à la faculté de pharmacie de l'Université de Paris-Saclay. Donc vous travaillez en unité mixte de recherche à l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale, sur les conséquences de l'exposition à des nanomatériaux manufacturés, sur les mécanismes qui peuvent favoriser justement les pathologies allergiques. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction et merci de m'avoir donné cette opportunité de présenter nos travaux. Donc effectivement, on s'intéresse aux nanomatériaux de silice amorphe de synthèse. Donc on appellera SAS dans cette présentation. Donc ces nanomatériaux sont présents dans l'alimentation principalement, en tant qu'additif alimentaire E551, bien connu. Pourquoi ? Pour leurs propriétés anti-agglomérantes et aussi texturantes. Ce sont aussi des excipients pharmaceutiques, des ingrédients cosmétiques, des vecteurs de médicaments qui sont de plus en plus développés, des abrasifs dans les dentifrices. Donc vous l'aurez compris, ce sont des expositions qui concernent beaucoup la population générale. Le plus fort tonnage, c'est l'intégration dans la bande de roulement des pneumatiques. Et selon le rapport Ernano 2024, la silice est au premier rang des substances produites en France, avec près de 100 000 tonnes déclarées. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la silice, c'est du dioxyde de silicium et SiO2. Il y a deux grandes familles. La silice cristalline, que l'on voit à droite, qui est bien connue pour engendrer la silicose. Mais surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la silice amorphe, et notamment la silice amorphe de synthèse, que l'on voit en bleu sur ce schéma. Sa structure est désordonnée. Elle est reconnue comme normalement plutôt inoffensive, et pourtant, c'est ce que je vais m'apprêter à vous expliquer aujourd'hui. Donc la silice amorphe de synthèse, elle est synthétisée par deux principales voies, la voie thermique qui donne la silice pyrogénée et la voie humide qui va donner la silice précipitée, mais aussi les gels de silice ou la silice colloïdale. Ces deux voies de synthèse différentes vont faire qu'il pourra y avoir des propriétés physico-chimiques différentes et donc une réactivité vis-à-vis du vivant qui pourrait être différente. Ce que l'on peut voir ici, de manière intéressante, le 551 dont je vous ai parlé en introduction, l'additif alimentaire, c'est de la silice pyrogénée, mais aussi de la silice précipitée. Et comme on peut voir aussi sur l'image de microscopie électronique qui apparaît, je ne sais pas si ça pointe, non, eh bien, la silice, donc les nanomatériaux de silice amorphes, répondent bien à la définition des matériaux nanostructurés.
les particules primaires vont très rapidement fusionner en agrégats très robustes qui vont former des agglomérats, ils vont s'assembler en agglomérats qui peuvent atteindre plusieurs centaines de nanomètres. Donc ce sont ces objets que voient les cellules qui vont nous intéresser. L'exposition professionnelle qui nous amène aujourd'hui, eh bien, il y a de nombreuses situations d'exposition donc dans les phases de production et dans les phases d'usage. Les travailleurs les plus exposés, c'est dans les phases critiques, notamment la manipulation des poudres, comme on peut le voir sur les images qui s'affichent à l'écran, qui ont été glanées sur différents sites internet de producteurs de silice. On peut voir sur ces images que l'exposition est majoritairement respiratoire et bon, les travailleurs, effectivement, vous l'avez dit lors des premières présentations, ne sont pas toujours suffisamment conscients des risques qu'ils encourent. Ils ne portent donc pas toujours leur masque de protection respiratoire. Les effets toxiques, notamment immunotoxiques qui nous intéressent ici, ils ont été démontrés expérimentalement, principalement. In vitro, in vivo, dans des modèles murins. L'extrapolation à l'homme n'est pas toujours aisée, d'autant qu'il y a peu de données épidémiologiques disponibles avec de nombreux facteurs confondants. Une seule certitude, il n'y a pas de silicose avec la silice amorphe, et là on a vraiment suffisamment de recul pour l'affirmer. Une étude épidémiologique, Epinano, qui vient de faire son bilan après 10 ans d'existence en 2025, a effectivement conclu qu'il y avait des situations d'exposition parfois notables, mais insuffisamment perçues par les travailleurs. Et donc, une proportion non négligeable des travailleurs ont déclaré qu'ils portaient jamais ou seulement de temps en temps leurs équipements de protection individuelle. Donc cette étude de cohorte prospective, qui malheureusement s'est arrêtée trop tard, était destinée à suivre les effets sur la santé des travailleurs exposés aux nanomatériaux, dont la silice, en se focalisant sur les effets respiratoires. Donc on en attendait beaucoup, mais malheureusement, ils ont dû s'arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre les objectifs de surveillance épidémiologique qui étaient attendus. Donc ça m'amène bien sûr à notre projet. Donc nous essayons de comprendre comment l'environnement participe à l'immunisation contre les allergènes. Donc les voies respiratoires donc filtrent chaque jour des milliers de litres d'air dans lesquels on va trouver des agents pathogènes, des particules, des allergènes, donc une situation de co-exposition. Et face à cette agression constante, eh bien, il pourra y avoir un maintien d'homéostasie qui est permis par 3 acteurs majeurs: les macrophages alvéolaires, donc au niveau du poumon profond, les cellules épithéliales alvéolaires et les cellules dendritiques, qui sont des cellules sentinelles de l'immunité innée, qui vont étendre leurs dendrites dans la lumière des alvéoles. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, notre postulat, c'est que ces 3 types cellulaires vont interagir les uns avec les autres. Ces interactions cellulaires, qui sont vraiment au cœur de notre projet. Donc, nous partons du postulat que les macrophages et les cellules épithéliales vont être capables donc, de moduler le micro-environnement des cellules dendritiques pour le rendre immunogène. Nous voulions avoir des conditions d'exposition les plus réalistes possibles, et donc nous avons ajouté aussi du surfactant dans le milieu de culture, surfactant donc, qui tapisse la lumière des alvéoles. Nous avons aussi mis au point des méthodes d'exposition répétées à faible dose afin de mimer les conditions d'exposition professionnelle. Nous avons enfin voulu comparer les silices précipitées et pyrogénées et étudier leur interaction avec les allergènes. Donc, normalement, d'une manière générale, les allergènes, les antigènes inhalés sont bien tolérés sur le plan immunitaire. Mais lorsqu'il y a un stress physique, un stress chimique, une inflammation, un agent pathogène, eh bien, il pourra y avoir reconnaissance d'un danger, et effectivement, ce qui engendrera une réponse immunitaire. Et donc, c'est ce que nous avons montré ici. J'ai du mal à pointer. Nous avons montré que des nanoparticules donc de silice amorphe pyrogénées étaient capables d'induire la maturation de cellules dendritiques, donc d'activer la réponse immunitaire, objectivée par l'expression de marqueurs de surface, la production de cytokines, la prolifération de lymphocytes, que nous avons montré par des méthodes de co-culture allogénique, également de co-culture
autologues qui nous ont permis donc de montrer l'effet adjuvant de ces nanomatériaux donc dans la réponse T à l'antigène. L'antigène, l'allergène que nous avons choisi pour ces expériences, c'est BET-V1, l'allergène majoritaire du pollen de bouleau. Donc, on voit ici sur ces expériences de microscopie électronique les fameux agrégats de nanomatériaux au contact des membranes et également dans des vésicules intracellulaires. Et nous pensons que c'est vraiment l'événement déclencheur de la maturation de ces cellules. Une bonne nouvelle dans ce projet, c'est que, pas forcément une bonne nouvelle pour nous, mais une bonne nouvelle. La nature est bien faite, le surfactant qui va recouvrir les nanomatériaux, eh bien, il masque probablement les groupements de surface et diminue l'activation des cellules immunitaires. Les expériences de comparaison des nanomatériaux précipités et pyrogénés ont montré que les pyrogénés activaient plus les macrophages et les cellules dendritiques. Enfin, nous avons caractérisé des complexes nanoparticules allergènes. Donc, les particules se recouvrent d'allergènes et permettent une internalisation plus importante de l'allergène, comme on peut le voir sur une image ici de Western blot, et donc selon un effet que nous appellerons un effet cheval de Troie. Dans la poursuite de ces travaux, nous nous focalisons sur les mécanismes d'activation des cellules dendritiques et en particulier sur les groupements de surface, notamment les silanols et les siloxanes, qui seraient capables d'établir des interactions avec les phospholipides membranaires. Et donc, cette altération de la membrane entraîne la formation de rafts lipidiques et le déclenchement d'une signalisation SARC-SIC et la maturation des cellules. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur ça? Parce que nous sommes persuadés que mieux comprendre ces mécanismes d'activation, c'est permettre de contribuer à une approche safer by design, c'est-à-dire à terme mettre sur les marchés des nanomatériaux qui seront plus sûrs pour la santé. Une question qui se pose donc à l'issue de ce projet, c'est doit-on toujours considérer les silices précipités et pyrogénés comme une même entité, le 551, car les pyrogénés activaient vraiment plus les cellules dendritiques, mais bien sûr il faudrait qu'on ait un échantillon plus large. Nous avons vraiment des éléments pour donc parler de cet effet adjuvant des nanomatériaux de silice amorphe. Et donc, nous pensons que c'est important d'appeler à la vigilance dans les situations particulièrement exposantes pour les travailleurs, donc de prendre les mesures de protection adaptées et surtout avoir une attention particulière pour les travailleurs qui interviennent sur les phases critiques dans la manipulation des poudres et ceux qui ont un terrain allergique en raison du risque d'exacerbation. Et bien sûr, nous reconnaissons qu'il y a un niveau de preuve limité chez l'homme, car il y a un manque d'études épidémiologiques. Donc vraiment, on en a besoin. Donc pour clore, je souhaite... Ah, j'ai pas mes remerciements. Je ne comprends pas. Hop. Je ne sais pas. Ah oui, les voilà. Je tenais vraiment à remercier les partenaires de ce projet donc, qui a été financé par l'ANSES, donc Thierry Rabiou, Marie Carrière, Émilie Brun, et puis l'équipe 2 de l'INSERM UMR 996, plus particulièrement les 2 doctorantes qui ont travaillé sur ce projet, Léonore Guillet et Amandine Lé, et nos collaborateurs précieux qui nous permettent de disposer de nanomatériaux modèles et aussi de les caractériser finement. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Armelle. J'en profite pour souligner que la nanosilice, mais vous l'avez peut-être dit, est un des nanos les plus produits et importés en France avec des quantités énormes. Donc potentiellement beaucoup de travailleurs concernés. Sans plus attendre, je vous propose Saadia Kerdin-Römer de venir au pupitre. Donc Saadia, vous êtes professeur de toxicologie à la faculté de pharmacie de l'Université de Paris-Saclay également, chercheur à l'INSERM sur les mécanismes des allergies cutanées induites par des molécules chimiques. D'accord. Et donc vous allez nous parler des ammoniums quaternaires et de leur potentiel allergisant également. Je vous en prie. Alors merci beaucoup, merci donc à la DARES, à l'ANSES, pour cette possibilité de présenter une partie des travaux qui ont été faits dans le cadre d'une thèse d'université qui ont été financés donc, par l'ANSES. Alors,
Alors, je suis un peu embêtée parce que je ne peux pas pointer ni à l'écran, ici et là, et donc c'est compliqué quand on est enseignant-chercheur. Mais c'est pas grave, je vais y arriver quand même. Donc, les ammoniums quaternaires, c'est quoi? Donc, c'est un azote qui est substitué, donc un atome d'azote qui est substitué avec 4 groupements R. Ce sont des substances aux propriétés donc tensioactives et bactériostatiques qu'on va retrouver dans de nombreux produits. Donc, on va être exposé de façon différente, produits de nettoyage, désinfectants, mais également cosmétiques. Ce sont des produits qui sont impliqués dans différents types de pathologies liées à des mécanismes immunopathologiques et particulièrement des hypersensibilités, qu'elles soient de type 1 ou de type 4, donc retardées dermatologiques ou respiratoires. Concernant donc les ammoniums quaternaires, c'est quand même la première cause de rhinite allergique professionnelle depuis les années 2000. Ce qui est intéressant avec les ammoniums quaternaires, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, c'est leur lien également avec des produits de santé, particulièrement les curares relaxants, qui possèdent des groupements donc ammonium quaternaire, qui sont capables de déclencher des réactions d'hypersensibilité relativement graves, comme des chocs anaphylactiques. Et la structure qui est reconnue par les anticorps présents sont des groupements ammonium quaternaire. Donc on peut être exposé tout au long de sa vie ou alors dans un milieu professionnel ou dans un milieu de vie quotidien, à des ammoniums quaternaires et malheureusement, lors d'une exposition à un curare, faire une réaction fatale. Donc c'est ce qui nous animait au cours de ce projet, comprendre comment on pouvait se sensibiliser, c'est-à-dire comment nos cellules de l'immunité pouvaient être activées pour générer une réponse qui, in fine, puisse être une réponse fatale. Par ailleurs, la littérature montre que l'exposition répétée aux ammoniums quaternaires, et particulièrement dans l'exposition professionnelle chez les coiffeurs, donc malheureusement les coiffeurs sont sensibilisés à de nombreux produits, que ce soit chimiques mais également métaux, eh bien il y avait un facteur de risque dans les allergies aux curares. Alors, pour essayer de comprendre comment on s'immunise à ces ammoniums quaternaires, on s'est posé la question, petit 1, de savoir de remettre en place la réaction immunitaire et la réaction immunoallergique. Donc, lors d'une primo-exposition à un produit, on ne développe jamais de réaction clinique. On a une sensibilisation, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la phase de sensibilisation. On émerge des cellules dendritiques, comme a parlé Armelle, qui sont spécifiques du produit, ou alors de structures proches du produit, et c'est lors d'expositions répétées qu'on générera une réponse immunitaire spécifique en réponse aux produits auxquels on a été exposé, ou éventuellement à des produits avec des relations de structure relativement proches ou comparables. Et dès lors, on aura donc cette réponse clinique, cette pathologie allergique immédiate ou retardée, qui peut être de l'anaphylaxie médicamenteuse, des eczémas de contact, la dermatite allergique de contact, souvent incriminée par exemple dans l'exposition chez les coiffeurs. Donc on s'est posé 2 questions. Comment les ammoniums quaternaires peuvent-ils induire une sensibilisation et comment peuvent-ils initier une réponse immunitaire qui, in fine, générera des réponses T spécifiques aux ammoniums quaternaires? Alors pour ce faire, on a travaillé sur différents ammoniums quaternaires, des ammoniums quaternaires polymériques, des ammoniums quaternaires cycliques et aromatiques et les ammoniums quaternaires aliphatiques. Et vous voyez que quand on regarde un petit peu ces ammoniums quaternaires, on les retrouve dans les shampoings pour les PQ7, les PQ10, mais également dans des gels douches, et puis dans tout ce qui va être tensioactif ou antimicrobien, mais également dans des médicaments comme la lysopaïne qu'on prend quand on a un peu mal à la gorge, on a un ammonium quaternaire. Et enfin, tous les produits agents antimicrobiens ou conservateurs, et particulièrement le surfagnose, que l'on utilise dans de nombreux laboratoires de biologie, mais également lors de laboratoires spécifiques au surfagnose. Alors, à la première question, comment montrer qu'il y a une sensibilisation? Alors Armelle vous a parlé des cellules dendritiques. Alors pourquoi c'est intéressant de parler des cellules dendritiques? Parce que ce sont des cellules présentatrices d'antigènes dites professionnelles. Pourquoi professionnelles? Parce que lors de l'exposition, de la primo-exposition à un antigène donné, ce sont les seules et uniques cellules qui vont prendre en charge l'antigène pour le présenter à un lymphocyte pour générer une réponse immunitaire spécifique de la structure à laquelle elles ont été présentées. Donc, tout simplement, on avait développé au sein du laboratoire et au sein de la structure de l'équipe 2
des méthodes alternatives qu'on appelle aujourd'hui des fameuses NAM, les New Approach Methodology, qui sont de travailler sur des cellules dendritiques ou voir je vais vous le montrer juste après, sur des lignées cellulaires, pouvant mesurer le caractère sensibilisant des ammoniums quaternaires. Donc, dans un premier temps, nous sommes intéressés à l'activation des cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques, si elles sont activées, elles peuvent présenter un lymphocyte T, donc elles vont faire proliférer ces lymphocytes T. Et puis ces lymphocytes T ont une plasticité et elles vont pouvoir bien évidemment avoir un répertoire et une spécificité de réponse T de ces lymphocytes T. Alors, nous avons travaillé, donc je suis embêtée puisque je ne peux pas vous montrer, nous avons travaillé, pour répondre à cette question, nous avons travaillé avec 2 modèles. Donc, la lignée THP1, ce sont des cellules monocytaires. Alors, pourquoi travailler sur cette lignée? Tout simplement parce que cette lignée porte une ligne directrice, qui est une méthode alternative et qui est intégrée dans une AOP, donc dans une Adverse Outcome Pathway, qui permet de mesurer le pouvoir sensibilisant des produits chimiques. Par exemple, pour l'ensemble des produits chimiques, quand on veut savoir si c'est un produit sensibilisant, on teste via ce test THP1, donc c'est assez facile. On peut identifier rapidement si le produit est sensibilisant ou pas. Et puis en parallèle, on a voulu quand même travailler avec des cellules dendritiques humaines, et pour ce faire, nous avons travaillé avec des cellules mononucléées. Et sur ces cellules mononucléées, nous avons sélectivement isolé les cellules qui sont des CD14, donc des monocytes que nous avons différenciés in vitro en cellules dendritiques. Et par cytométrie en flux, nous avons mesuré le phénotype à la fois membranaire et par des mesures donc, de sécrétion de cytokines avec différents outils, nous avons pu mesurer le phénotype cytokinique qui, en fin de compte, va générer un micro-environnement allergisant ou non allergisant en fonction de l'exposition au produit. Donc, les premiers résultats sur la lignée THP1 montrent qu'on a une augmentation, une induction de l'expression du CD54 et du CD86 ou du CD86, et que selon la ligne directrice de l'OCDE, eh bien, c'est une signature d'une molécule sensibilisante, donc d'une molécule qui est capable d'induire une réponse immunoallergique. Donc, on avait montré dans un premier temps PQ7, PQ10, EHD et BE, donc tous ces produits qui peuvent être ces ammoniums quaternaires qui sont dans différents groupes, eh bien, capables d'induire l'activation donc, de la lignée THP1 est catégorisée comme molécule allergisante. Donc, dans un second temps, nous sommes allés travailler sur des cellules primaires, donc sur les cellules dendritiques humaines, qui sont donc différenciées à partir de monocytes. Et de la même façon, nous avons pu montrer qu'on majorait le phénotype de ces cellules dendritiques de façon assez différente. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer, mais en fonction du PQ7, du PQ10 ou alors des aliphatique, on va avoir des modulations de la réponse donc, de maturation de la cellule dendritique, de l'expression membranaire qui va être relativement différente sur certains marqueurs, comme CD86 qui permet l'interaction avec les lymphocytes, le CXCR4 qui est un récepteur de chymokine qui permet la migration de ces cellules dendritiques vers des ganglions lymphatiques pour générer une réponse spécifique. Et puis, on a également montré qu'on avait un panel de cytokines, que ce soit des chymokines, que ce soit des cytokines ou des protéines inflammatoires qui étaient différemment régulées en réponse à ces différents ammoniums quaternaires. Donc, on avait pu montrer in vitro, à la fois sur une lignée et à la fois sur des cellules dendritiques primaires humaines, qu'on a une possibilité d'induire une sensibilisation, c'est-à-dire une capacité à montrer que ces molécules sont sensibilisantes. Alors, bien évidemment, comme l'a montré tout à l'heure Armelle, on a une expertise au sein du laboratoire. Montrer que c'est sensibilisant, c'est un fait, mais il est important aussi de montrer in vitro que ces produits, ces ammoniums quaternaires sont capables d'activer des voies de signalisation qui sont majoritaires dans l'activation de la cellule dendritique. Et on a pu montrer que pour le PQ7, essentiellement, on avait une activation de la voie P38 MAP kinase, qui est une signature de l'activation des cellules dendritiques. Alors, sur ce premier bilan, ce que l'on montre, c'est qu'en réponse aux ammoniums quaternaires, tous ne sont pas identiques et tous n'induisent pas la maturation de la cellule dendritique de la même manière. La maturation d'une cellule dendritique, c'est un état immature, un état mature, et il y a des états intermédiaires. Et comme l'a dit Armelle, on a des caractères adjuvants. Le caractère adjuvant d'un produit, c'est de participer bien évidemment à la majoration d'un effet, mais sans induire une réponse immunitaire.
Et ce que l'on a pu montrer, c'est que le PQ7 pouvait induire la cellule dendritique dans un état très mature. En revanche, d'autres ammoniums quaternaires comme le PQ10, LB ou HDP eh bien, induisaient une maturation de la cellule dendritique intermédiaire. Donc certainement que d'autres signaux sont nécessaires pour générer la maturation de cette cellule dendritique qui va être la source de l'activation des lymphocytes T. Donc, dans une seconde partie du travail, on s'est intéressé uniquement au PQ7, c'est-à-dire à l'ammonium quaternaire qui avait la capacité d'induire une cellule dendritique mature, pour savoir s'il y avait une capacité à induire une réponse immunitaire spécifique au PQ7. Alors, pour ce faire, nous avons fait des co-cultures, donc des co-cultures hétérologues, des co-cultures qui sont autologues, donc dans une co-culture allogénique, le principe, c'est de co-cultiver des cellules dendritiques qui sont générées qui sont différenciées à partir de monocytes d'un donneur 1, et puis de les co-cultiver avec des lymphocytes d'un autre donneur. Le principe, c'est juste de savoir si ces cellules dendritiques sont capables d'induire une lymphoprolifération. Donc, c'est ce que l'on a fait, et on a pu montrer que le PQ7, ici, donc bien, vous allez me croire, il y a des étoiles, que le PQ7, quand il est présent avec les cellules dendritiques co-cultivées avec des lymphocytes qui sont hétérologues, eh bien, vous activez la prolifération. Donc, cet ammonium quaternaire in vitro est capable d'induire la maturation de la cellule dendritique, d'induire la lymphoprolifération de ces cellules T. Dans un second temps, ce qui nous importait, c'est de savoir s'il était possible, bien évidemment, d'avoir une expansion clonale de ces lymphocytes PQ7 en réponse à ces cellules dendritiques qui va être primée avec le PQ7, qui était le seul ammonium quaternaire capable d'induire une maturation des cellules dendritiques. Donc pour ce faire, eh bien, on fait la même co-culture, mais là, on travaille avec le même donneur, c'est-à-dire qu'on travaille avec des monocytes qui sont différenciés en cellules dendritiques in vitro. On prélève les lymphocytes naïfs, cette fois-ci du même donneur, et on les co-cultive avec les cellules dendritiques, et on expose plusieurs fois pour avoir une stimulation, une première sensibilisation des cellules dendritiques, puis au moins 3 stimulations in vitro avec le PQ7, et on mesure ensuite le répertoire des lymphocytes qui sont, voir s'ils sont spécifiques du PQ7, de l'ammonium quaternaire incriminé. Et ce que l'on a pu montrer, c'est qu'en effet, on a un répertoire de lymphocytes CD4+, qui reconnaît le PQ7, et que ce répertoire de lymphocytes de ces lymphocytes ont une tendance à produire de l'IL5, qui est une cytokine, qui est plutôt un marqueur de la plasticité des lymphocytes Th2. Donc il existe des lymphocytes qui sont capables de reconnaître le PQ7 et de ce fait qui seraient initiateurs de la réponse immunoallergique à cet ammonium quaternaire. Donc pour conclure, ce que l'on a pu montrer, c'est que l'ensemble des ammoniums quaternaires testés sont capables d'induire une maturation de la cellule dendritique à des états différents et que de ce fait, les ammoniums quaternaires sont des signaux de danger comme certains agonistes TLR, c'est-à-dire que vous allez activer la cellule dendritique, certains l'activeront de façon majoritaire dans un état très mature, d'autres dans un état intermédiaire et sont certainement des adjuvants. Ces ammoniums quaternaires induisent donc bien évidemment différents degrés de maturation et en fonction de leur degré de maturation peuvent participer à une lymphoprolifération et c'est ce qu'on a démontré pour le PQ7 que l'on retrouve essentiellement dans les shampoings. Donc tous les jours pour ceux qui se lavent les cheveux ou sur certains gels douche, eh bien on est exposé à ce PQ7, à l'induction d'un répertoire de lymphocytes CD4+, donc on est sensibilisé tous les jours. Un petit peu. C'est une sensibilisation qui se fait à faible dose puisque l'immunoallergie est importante en dose lors de la primo-exposition mais ne dépend pas de la dose dès lors que vous êtes sensibilisé et certainement conduit à l'émergence d'une augmentation de la réponse immunitaire et de ce fléau qu'on retrouve chez l'exposition aux coiffeurs avec une incidence d'allergiques à la fois cutanée mais également surtout respiratoire. Alors, je voudrais particulièrement remercier Marine Pénaud qui a généré l'ensemble de ses travaux pendant sa thèse d'université et qui a valorisé ce travail au moins par 2 articles scientifiques et un 3e puisque
Je n'ai pas pu vous présenter la suite qui concerne plutôt la folcodine et les curares dans une approche de réaction croisée avec des produits de santé et le choc anaphylactique porté par Luc de Chaise-Martin et Sylvie Cholet-Martin, qui sont cliniciens à l'hôpital Bichat. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est pas évident, l'exercice en 10 minutes. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on change de domaine avec une exposition aux agents physiques, exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences. Donc, vous le savez, cette exposition est omniprésente dans notre quotidien. Elle augmente beaucoup avec la question de la téléphonie mobile. Les usages évoluent énormément et donc ça s'accompagne aussi d'interrogations sur leurs effets éventuels sur la santé. Et donc Maxime Turuban, qui est chercheur à l'Institut de santé globale de Barcelone, IS Global, va nous présenter une étude qui a évalué l'association entre exposition professionnelle aux radiofréquences et le risque de tumeur cérébrale. Je vous en prie. Donc merci beaucoup pour l'invitation, pour la présentation. Et donc, juste pour mentionner le fait que ce projet a été financé par ANSES et était mon projet de thèse à IS Global. Donc, pour commencer, quelques éléments de contexte sur les radiofréquences, pour présenter un peu le sujet. Donc, il s'agit d'ondes électromagnétiques, donc, sur la plage de fréquence de 100 kHz à 300 GHz, qui est extrêmement large, et donc qui va comprendre différents types de sources au sein de cette plage de fréquences différentes. Il s'agit de radiations non ionisantes, ça veut dire qu'elles n'ont pas la puissance suffisante pour casser directement les liaisons moléculaires. Et par contre, au niveau des interactions biologiques, elles ont la possibilité d'échauffer les tissus. Et cet effet thermique est prédominant au-delà de 10 MHz. Donc il y a de nombreuses études qui se sont attardées sur établir un lien sanitaire entre exposition aux radiofréquences et santé, mais souvent avec des résultats négatifs ou mitigés. Et au niveau de l'exposition aux radiofréquences et cancer, l'IARC, donc le CIRC, a classifié les radiofréquences comme possiblement cancérigènes, donc classe 2B en 2011, sur base des résultats de l'étude Interphone, donc une étude de cas contrôle sur l'utilisation des téléphones mobiles et les risques de gliome et de méningiome. Donc on peut se poser la question de pourquoi mesurer l'exposition professionnelle en particulier aux champs électromagnétiques de radiofréquences, et je pense qu'il y a 3 points qui peuvent justifier cela. Le premier, c'est qu'on peut considérer que les travailleurs sont potentiellement plus exposés aux radiofréquences qu'en population générale, de par les sources qu'ils utilisent tout au long de leur carrière professionnelle. Le deuxième point, c'est qu'il est plus facile de caractériser l'exposition des travailleurs, de fait, par les sources qu'ils utilisent, la fréquence d'utilisation de ces sources au sein du travail, et le fait qu'ils vont utiliser ces sources-là sur plusieurs années de leur vie. Et le troisième point, c'est au niveau sanitaire, le fait que potentiellement, s'il existe un effet sanitaire entre radiofréquence et santé, il est potentiellement plus facile de le déceler dans une population plus exposée qu'en population générale. Donc en fait, au niveau de la caractérisation de l'exposition, jusqu'à maintenant, pour mesurer l'exposition professionnelle à la radiofréquence, les scientifiques se basaient surtout sur les mesures fixes de l'exposition. Donc on avait un spectromètre, un mesureur de spectre, qu'on plaçait à la position de l'opérateur ou à proximité d'une source d'exposition de radiofréquence. On laissait tourner la machine, donc la mesure était très sensible, mais pouvait se concentrer sur une seule source particulière. Nous, avec ce projet, on a décidé de changer de paradigme et de procéder à des mesures personnelles de l'exposition. Donc, pour essayer de capter toutes les, on va dire, la granularité, toutes les dynamiques complexes et changeantes de l'exposition professionnelle aux radiofréquences au sein du lieu de travail, sachant que le travailleur n'est pas souvent exposé ou n'est pas toujours en permanence en face de sa source d'exposition, mais va bouger au sein de l'environnement. Donc on a décidé de changer de paradigme et de s'appuyer sur ces mesures personnelles de l'exposition. Donc ça a donné lieu à une première publication qui est parue dans Environment International en août 2023, où on a effectué une campagne de mesures personnelles d'exposition aux radiofréquences en France et en Espagne. Donc ici, une image représentant un de mes participants, un pêcheur du port de Barceloneta à Barcelone. Donc en fait, on a mesuré à l'aide d'exposimètres de protection individuelle, des Raman 2XT, sur journée complète. On a équipé les travailleurs, on leur a posé l'appareil sur la poitrine, du début de la journée de travail jusqu'à la fin. Et à la fin de la journée de travail, ils devaient remplir un questionnaire sur les tâches professionnelles effectuées, les sources de radiofréquences utilisées durant la journée de travail et la fréquence d'utilisation de ces sources. Donc l'intéressant avec ce Raman 2XT, c'est qu'il est petit, robuste, donc facile à porter. Il peut mesurer sur une plage de fréquence relativement large les champs électriques et les champs magnétiques. Et on a utilisé un échantillonnage d'une mesure par seconde. Le seul problème, c'est qu'il est très peu sensible et que son seuil de détection est au-delà de 1%
de la norme ICNIR professionnelle 98. Donc au niveau des résultats de ce papier, on a mesuré 333 participants qui comprenaient 46 métiers de la nomenclature ISCO 88. L'écrasante majorité des mesures étaient sous le seuil de détection de notre appareil, donc 99% des mesures. On avait quelques rares mesures qui excédaient les normes professionnelles, donc au-delà de 100% des normes ICNIRP, mais quand on est à des métiers spécifiques, comme les kinésithérapeutes par exemple, et quand on est à des sources de radiofréquences vraiment spécifiques, comme les appareils de diathermie à micro-ondes utilisés par les kinésithérapeutes, ou des appareils de soudure à radiofréquence utilisés par certains ingénieurs. Et l'image à droite illustre un peu ces trouvailles. À droite, par exemple, on a les professionnels ayant reporté l'utilisation d'une source spécifique de radiofréquence, et on voit des pics brusques et assez brefs d'exposition, excédant 100%. Et à gauche, des professionnels du même secteur, mesurés dans le même site de travail la même journée, qui, eux, n'ont pas reporté l'utilisation d'une source. En général, une donnée importante est quand les mesures dépassaient 100% des normes ICNIRP, l'exposition cumulée, au-delà de 100%, ne dépassait pas, on va dire, une poignée de secondes, dizaine de secondes sur la journée totale de travail. Ensuite, donc, en parallèle de ce travail, on a voulu aussi essayer d'étudier au niveau épidémiologique le lien entre tumeur cérébrale et exposition professionnelle aux radiofréquences via l'étude Interroc. Donc ça a donné lieu aussi une publication dans International Journal of Cancer, sortie en août 2024. Donc, ici, en fait, quelques mots sur l'étude Interroc. C'est une sous-étude de l'étude Interphone qui a recruté ses participants entre 2000 et 2004. Donc, elle comprend 7 pays des 11 pays originels de Interphone. Et donc, elle comprend 10 000 participants, environ 5 300 contrôles, et 1800 cas de gliome et 1700 cas de méningiome. Donc l'intéressant avec cette étude, c'est qu'ils ont, quand ils ont recruté les participants, récolté des données sur l'historique professionnel complet de chacun de ces participants et les sources de champs électromagnétiques qui étaient associées à ces métiers. Et donc, en combinaison ces données avec une revue de littérature qui a recherché toutes les informations sur ces sources d'exposition aux radiofréquences de 1970 à 2010, il a été possible de créer une matrice emploi-exposition de radiofréquences, donc en 2019. Donc, en gros, la matrice emploi-exposition, elle donne des scores d'exposition pour les champs électriques et les champs magnétiques pour tous les métiers de la matrice. Donc, environ 468 professions de la nomenclature ISCO 88. Donc, elle donne des indices d'exposition sur l'intensité d'exposition et sur la prévalence d'exposition pour les champs électriques et magnétiques. Des points importants à noter cependant de la limitation, c'est que la prévalence d'exposition est relativement faible pour les radiofréquences. Donc la médiane de prévalence d'exposition pour les champs électriques était de 5% dans chaque métier et de 4% pour les champs magnétiques. Donc 5% pour les champs électriques et 4% pour les champs magnétiques, ce qui est vraiment extrêmement faible pour une matrice emploi-exposition. Et donc les sources pour construire cette matrice venaient de données de la littérature de 70 à 2010, donc une période temporelle extrêmement large. Et on peut considérer que peut-être que l'exposition a pu évoluer avec les améliorations techniques sur cette période temporelle, qu'elle provenait aussi de mesures fixes d'exposition. Et voilà pour la matrice. Et donc, pour essayer de réguler ou de contrôler, on va dire, cette faible prévalence d'exposition et pour essayer de limiter le potentiel biais de classification qui pourrait en découler, on a lié dans cette étude la matrice avec la population Interroc de 3 façons différentes, de 3 méthodes différentes, avec de plus en plus de sévérité au niveau de cette pénalisation de la prévalence d'exposition. La première méthode, on considérait, c'est l'utilisation de la matrice brute, on va dire. On considère exposer tous les métiers ayant un score d'exposition supérieur à 0. La deuxième, c'est on considère exposer tous les métiers ayant une prévalence d'exposition supérieure à la prévalence d'exposition de tous les métiers exposés. Et la troisième méthode, beaucoup plus restrictive, on considère exposer les métiers seulement là où un participant a reporté avoir utilisé une source de radiofréquence. Donc c'est vraiment très sévère dans la pénalisation de la prévalence d'exposition. Donc ensuite, on sommet tous les scores d'exposition pour ces travailleurs sur la vie entière. On catégorisait cette exposition suivant les percentiles, par exemple 50e percentile, 75e et 90e percentile d'exposition, pour avoir différentes catégories d'exposition. Et ensuite, on a effectué des régressions logistiques conditionnelles en étudiant en fait différentes fenêtres temporelles d'exposition. Hop. Bon, tout est déjà mis sur la diapo. Donc en gros, le résultat de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas d'association claire, pas vraiment de pattern vraiment spécifique qui est ressorti de cette étude. Au niveau des méningiomes, on n'a retrouvé absolument aucune association. Au niveau de l'étude des gliomes, on a retrouvé quelques odds ratio qui étaient sous 1, donc
potentiel facteur protecteur, mais à mettre entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'il s'agissait de la méthode 1 d'application de la matrice, donc la moins spécifique, la moins restrictive, on va dire, et aussi à mettre en lumière avec les caractéristiques de la population interrogue, donc avec des contrôles et des cas relativement différents. Ensuite, on a retrouvé 2 autres ratios qui étaient légèrement élevés, mais c'est toujours à mettre en relation aussi avec cette méthode 1. On ne le retrouve que dans cette méthode 1 d'application de la matrice, et donc à mettre en lumière avec tous les biais potentiels de misclassification. Et le fait, c'est ça en fait, que la méthode 1 est vraiment la méthode d'application de la matrice la plus brute et susceptible d'être exposée au plus de biais possible. Et aussi, on a fait énormément d'analyses différentes et ces résultats pourraient être dus à la chance. Donc ensuite, on a voulu estimer la fiabilité des mesures ou des données contenues dans la matrice en les comparant avec nos mesures personnelles d'exposition. Donc ça a donné lieu à une 3e publication, donc aussi parue en septembre 2024. Et donc, en fait, on a comparé les indices d'intensité d'exposition et de prévalence d'exposition entre ces 2 sources de données, la matrice et les mesures personnelles d'exposition, en calculant des coefficients de corrélation et des méthodes d'accord catégoriels. Et globalement, l'accord entre les 2 sources de données était globalement faible à inexistant. Donc ici, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, c'est un graphique en fait, qui représente, qui illustre en fait ces trouvailles. Sur la gauche, les champs électriques et sur la droite, les champs magnétiques. Donc on compare l'intensité d'exposition et la prévalence d'exposition. Et en gros, on voit que la matrice emploi-exposition interrogue avait tendance à grandement surévaluer l'exposition en comparaison avec les mesures personnelles d'exposition. Et à l'inverse, la prévalence d'exposition était sous-évaluée dans la matrice comparée aux mesures personnelles d'exposition. Au niveau de la surestimation de l'exposition, on peut considérer que, vu que les données provenaient de mesures fixes, donc de revues de la littérature, de mesures fixes qui ont tendance à mesurer l'exposition dans les scénarios maximaux d'exposition, on va dire, ça peut expliquer, d'une part, cette exposition surestimée, on va dire, de par la matrice. Donc au niveau des conclusions de ce travail, pour le premier article, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart, l'écrasante majorité des mesures étaient inférieures à 1% des normes ICNIR professionnelles, donc 99% des mesures qu'on a pu effectuer, avec des fortes expositions, mais qui étaient très rares, de courtes, vraiment de brève durée, et vraiment spécifiques et cantonnées à des sources spécifiques d'exposition à radiofréquence. Au niveau des tumeurs cérébrales, on n'a pas trouvé de pattern d'association vraiment clair. Et il faut mettre en lumière aussi le fait que la matrice dans son état actuel est très limitée et avec un potentiel biais de classification important de par la prévalence d'exposition très faible aux radiofréquences. Et au niveau du troisième article sur la comparaison entre la matrice et les mesures personnelles d'exposition, on a retrouvé des accords très faibles et une surestimation globale de l'intensité d'exposition. Donc pour terminer, tous ces points nous apportent... donc on aimerait continuer à renforcer nos connaissances sur l'exposition professionnelle au champ électromagnétique de radiofréquence, parce que c'est toujours très dur de mesurer cette exposition. Donc, dans un premier temps, en renforçant la matrice interrogue, en y intégrant des données de mesures personnelles d'exposition, qu'on considère par exemple plus fiables, en intégrant également une dimension temporelle de l'exposition. Au niveau de l'exposimétrie, c'est intéressant, plutôt que de faire des mesures personnelles en utilisant seulement des exposimètres personnels, de combiner cela avec, par exemple, des exposimètres environnementaux pour aussi avoir des données sur les mesures de plus faible intensité sur les lieux de travail et aussi de cibler les métiers fortement exposés et, niveau épidémiologique, continuer à effectuer des recherches et pourquoi pas essayer d'effectuer des recherches en étudiant l'interaction, par exemple, entre exposition professionnelle à radiofréquence et, par exemple, des agents chimiques ou des métaux. Donc voilà pour ma présentation. Donc, je voudrais juste remercier ma directrice de thèse, Michel Turner, qui n'était pas là aujourd'hui, et l'ANSES pour avoir financé mon projet de thèse. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va peut-être prendre le temps de quelques questions. J'en profite pour souligner, comme ça a été fait en introduction, l'importance de tous ces travaux de recherche, notamment pour nourrir l'expertise scientifique. En plus, sur ces domaines comme les radiofréquences ou les nanomatériaux, où il y a encore beaucoup d'incertitudes à lever. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance ? On a Amandine qui modère les questions à distance. Oui, c'est bon, ça fonctionne.
Bonjour à tous. Alors, on a une question à distance, plusieurs questions à distance qui portent donc sur la dernière présentation et sur les normes, les seuils d'exposition pour les professionnels. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux pour la population générale, le grand public, et quels sont-ils? Non, en fait, est-ce que je ne sais pas si on m'entend? Non, les normes d'exposition professionnelle, par exemple avec l'ICNIRP, sont différents, donc sont plus élevés, on va dire, au niveau professionnel que pour l'exposition du public. On va dire que la restriction d'exposition au public est plus faible, enfin on va dire plus basse, que les normes professionnelles, qui sont un peu plus élevées. On a une idée vous pouvez nous donner la valeur de ce seuil d'exposition pour les professionnels? On va dire que nous, on s'est basé sur, pour définir notre exposition parmi les professionnels, à 1% des normes ICNIRP. Donc, je n'ai pas le détail exact de la valeur. Merci. Ce qui a été souligné, en tout cas, c'est l'importance d'accéder à des métiers qui sont particulièrement exposants, vous l'avez évoqué en tout début de présentation. Je me permets de souligner aussi cette importance de pouvoir accéder aux travailleurs via leur employeur aussi. Vous l'avez évoqué dans le cadre du dispositif d'épidémiosurveillance sur les nanos. Vous l'avez évoqué aussi sur la partie radiofréquence. Il y a une collaboration particulièrement importante à trouver pour pouvoir accéder à ces travailleurs et pour quantifier leur exposition. Oui, pour rebondir là-dessus, nous, par exemple, on a fait notre étude pendant le Covid, donc c'était déjà très compliqué d'accéder aux métiers fortement exposés. Et le problème, il y a aussi une sorte de peur en fait, des entreprises. C'est souvent compliqué d'accéder à ces métiers fortement exposés. Déjà aussi, ces métiers-là sont conscients de leur exposition et n'ont pas forcément besoin d'avoir davantage de connaissances sur leur exposition aux radiofréquences. Par exemple, les kinésithérapeutes étaient bien conscients de leur exposition via les appareils de diathermie. Mais on a essayé nous, pour notre étude, c'était plus intéressant d'essayer d'avoir un échantillage plus important des métiers fortement exposés, mais ils sont très spécifiques. Par exemple, les gens qui travaillent sur les antennes relais, etc. Et donc, ils sont très peu courants, on va dire, et c'est donc très difficile d'y accéder, on va dire. Donc nous, on a réussi à avoir beaucoup plus de métiers, mais plus faiblement exposés. Donc en fait, c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir à l'avenir plus de données, mais sur des métiers vraiment exposés. Parce que vous avez vu que la plupart de nos mesures étaient vraiment de très faible intensité. On n'a même pas pu les déceler avec notre appareil. Et donc, on aurait plus d'informations, par exemple, avec des sources spécifiques, vraiment des radars ou des choses comme ça, avec des métiers plus fortement exposés. Mais c'est compliqué d'y accéder. D'où l'importance du dialogue et de la présentation de ces travaux de recherche auprès des différentes parties prenantes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, peut-être pour alterner avec les personnes à distance? Non, peut-être on en prend une toute dernière en ligne. Amandine, si tu as quelque chose avant de passer à la deuxième partie de la session. J'ai encore une question qui concerne les moyennes statistiques, donc pour préciser qu'elles sont utiles, mais comment tenez-vous compte des sensibilités individuelles qui existent bel et bien? Comment ces sensibilités individuelles sont prises en compte dans ces moyennes statistiques? Nous, on travaille à l'échelle d'une matrice emploi-exposition, donc à l'échelle... On ne peut pas prendre en compte les diversités individuelles, par exemple. Dans nos analyses statistiques, par exemple, on a stratifié sur l'âge, le sexe, la région d'habitation et le pays. Donc, c'est intégré dans nos modèles statistiques. Mais on ne peut pas prendre en compte les différences individuelles au sein de ces études. C'est trop précis, c'est trop granulaire, on va dire, et on ne peut pas les prendre en compte. Merci beaucoup. Peut-être une question qui s'adresse juste à vous avant de finir. Vous nous avez parlé des ammoniums quaternaires et de la nanosilice. Est-ce qu'il y a d'autres recherches qui vont se poursuivre sur d'autres natures chimiques sur cette question peut-être du potentiel allergisant? Alors, on est très intéressé par les effets de sensibilisation, comment on s'immunise et qu'on s'immunise contre des protéines en exposition, par exemple, comme le fait Armelle avec des nanomatériaux, puisque ce sont des effets adjuvants, ou comment l'immunisation se fait, parce qu'a priori, toutes ces barrières, elles sont là pour nous protéger, que ce soit une barrière cutanée, que ce soit une barrière d'épithélium respiratoire. Cependant, il y a des brèches, et ces brèches conduisent, en fin de compte, à l'initiation d'une réponse qui va devenir spécifique, non pas forcément aux contaminants ou à l'exposition, mais dans un enjeu viral, peut-être parce qu'il y a des antigènes viraux, parce qu'il y a des antigènes bactériens. Et on va aller plus dans les cocktails
produits chimiques, exposition courante avec des agents biologiques. Je pense que c'est plus comme ça que l'induction des réponses immunotoxiques se font plus que sur un produit donné. C'est des effets plutôt adjuvants. L'adjuvant, c'est l'adjuvant du vaccin, c'est-à-dire que ça potentialise une réponse, pour avoir un petit peu l'idée, c'est-à-dire que ça va engager, ça va augmenter une réponse. Donc de ce fait, quand il y a le mélange, eh bien, on a une réponse qui va être émergente. Donc on va plutôt travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de lever cette première partie et de laisser la place à la seconde. Oui, volontiers. Je vais inviter Amandine Paya sur la scène pour présenter donc la seconde partie de la matinée qui va être consacrée du coup à l'amiante. Donc Amandine Paya qui travaille à la direction d'évaluation des risques de l'ANSES. Transmission de passation de pouvoir. Bonjour à tous. Donc, on va enchaîner tout de suite pour ne pas perdre trop de temps avec la session prochaine, donc, qui s'intéresse à un sujet toujours d'actualité. Pourtant, on pensait déjà tout savoir sur l'amiante, mais on va voir qu'il reste encore des choses à creuser et à découvrir. Et j'invite donc à venir me rejoindre sur la scène Danielle Luce, Valérie Lecureur et Bénédicte Trouillet, les trois intervenantes qui vont vous parler amiante par la suite. Oui. Et on va commencer tout de suite avec la première présentation donc, qui sera effectuée par Danielle Luce, chercheuse à l'INSERM et à l'IRSET, Institut de recherche en santé, environnement et travail. Et puis Danielle, donc, tu vas nous parler d'exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc amiante et pharynx, si je ne me trompe pas. Entre autres. Voilà, écoute, je te laisse la parole. Merci Amandine. Donc je vais vous présenter quelques résultats de ce projet ICAR VADS. Alors, pour rappel, les cancers des voies aérodigestives supérieures, donc VADS, sont des cancers qui sont fréquents en France, avec environ 18 000 nouveaux cas par an. Et ils concernent plusieurs localisations qui sont anatomiquement proches. Donc les cavités nasosinusiennes, le pharynx avec le nasopharynx, l'oropharynx, l'hypopharynx, la cavité buccale et le larynx. Les principaux facteurs de risque sont le tabac, l'alcool, également l'infection au papillomavirus pour les cancers de l'oropharynx, mais il y a aussi plusieurs expositions professionnelles qui sont des facteurs de risque reconnus de ces cancers. C'est le cas de l'amiante et des brouillards d'acide fort pour les cancers du larynx, des poussières de bois et de cuir pour les cavités nasosinusiennes ou des poussières de bois et du formaldéhyde pour le nasopharynx. Donc ces expositions reconnues pour une localisation sont aussi des facteurs de risque plausibles pour les autres localisations des VADS. Et donc l'objectif général du projet, c'était d'étudier le rôle de ces substances reconnues cancérogènes pour une localisation dans la survenue de cancers d'autres localisations des VADS. Alors ici, je ne vais parler que de l'amiante, qui est de toute façon la substance pour laquelle on avait le plus de résultats positifs. Et donc l'objectif est d'étudier le rôle de l'exposition professionnelle à l'amiante, donc cause reconnue de cancer du larynx, dans la survenue des cancers de la cavité buccale, de l'oropharynx, de l'hypopharynx, du nasopharynx et des cavités nasosinusiennes. Alors le projet s'appuie sur les données de l'étude ICAR, qui est une étude cas témoins en population générale, qui comprend 2415 cas incidents de cancer des VADS et 3555 témoins de population qui ont été tirés au sort avec une stratification sur l'âge, le sexe, le département et une distribution par catégorie socio-professionnelle comparable à celle de la population générale.
Les données ont été recueillies avec des entretiens en face à face, avec notamment des informations détaillées sur les consommations de tabac et d'alcool sur l'ensemble de la vie, et puis l'histoire professionnelle complète avec tous les emplois exercés pendant la vie active. Donc, pour évaluer l'exposition professionnelle à l'amiante, nous avons utilisé une matrice emploi-exposition, donc qui est une des matrices développées dans le cadre du programme MatGéné de Santé publique France. Donc, cette matrice donne pour chaque emploi, donc un métier dans une branche d'activité, une probabilité d'exposition, une intensité d'exposition, une fréquence d'exposition, puis on a également la durée de l'emploi. Et donc, à partir de ces indices d'exposition par emploi, nous avons défini plusieurs variables d'exposition sur l'ensemble de la carrière. Donc ici, je vais présenter les résultats de 2 variables. La variable exposé, non exposé, ou ici exposé, est définie comme avoir au moins un emploi avec une probabilité non nulle d'exposition. Et puis, nous avons aussi calculé un score d'exposition cumulé, qui est la somme sur tous les emplois du produit de la probabilité, de l'intensité, de la fréquence et de la durée d'exposition. Donc, nous avons calculé des odds ratios ajustés, donc, des odds ratios qui estiment le risque relatif, et leurs intervalles de confiance par régression logistique non conditionnelle. Pour les cancers de la cavité buccale, de l'oropharynx et de l'hypopharynx, nous avons réalisé des analyses séparées chez les hommes et chez les femmes et étudié les 2 variables d'exposition. Le score d'exposition cumulé a d'abord été étudié en catégories qui ont été définies en fonction de percentiles de la distribution chez les témoins. Et nous avons ensuite modélisé la relation dose-effet chez les exposés, à l'aide de spleen cubique restreint, c'est-à-dire qui n'impose pas a priori de forme de la relation dose-effet. Et cette modélisation a été réalisée chez les hommes seulement pour des raisons d'effectifs, et également pour des raisons d'effectifs pour les cancers des cavités naso-sinusiennes et du nasopharynx, qui sont des cancers rares. Nous avons uniquement étudié la variable d'exposition exposée-non exposée. Alors, d'abord, les résultats sur amiante et cancer de la cavité buccale et du pharynx chez les hommes. Donc, c'est un peu compliqué si on ne peut pas montrer. Alors, on voit que pour les 3 localisations, l'exposition à l'amiante est associée à une augmentation significative du risque de cancer. Donc, c'est vrai pour la cavité buccale, l'oropharynx et l'hypopharynx, avec des risques relatifs de l'ordre de 2, donc à peu près un doublement du risque, un petit peu moins. Et quand on regarde le score d'exposition en percentile, alors pour la cavité buccale, on a bien des odds ratios significativement supérieurs à 1 dans toutes les catégories, mais pas de relation dose-réponse bien claire, plutôt quelque chose un peu en nu. En revanche, pour l'oropharynx et l'hypopharynx, le risque augmente avec le score cumulé d'exposition. Si on essaie de modéliser cette relation chez les exposés, alors ici, la ligne en vert horizontale, c'est ce qui correspond à l'absence d'association, donc un odds ratio de 1, ou ici, là, c'est 0, puisque c'est le log du odds ratio. La courbe, l'estimation est en rouge, et en pointillé, ce sont les intervalles de confiance. Donc ici, on a la relation qui concerne la cavité buccale. Donc on voit qu'on a bien une augmentation du risque en fonction du score d'exposition cumulé, mais les intervalles de confiance, tout le long, recouvrent la ligne qui correspond à l'absence d'association. Donc cette relation n'est pas statistiquement significative. En revanche, pour les cancers de l'oropharynx, là, on a bien une augmentation du risque avec le score d'exposition cumulé, jusqu'à environ 20 fibres millilitres année, ensuite une espèce de plateau. Et là, l'augmentation est significative. Et c'est la même chose pour le cancer de l'hypopharynx, avec une relation qui est encore plus nette que pour l'oropharynx. Alors là, comme les échelles en fait sont différentes, c'est difficile de comparer. Donc j'ai remis
Sur un graphique, les 3 courbes pour les 3 localisations, donc là sans les intervalles de confiance, avec la cavité buccale en bas en vert, l'oropharynx au-dessus et l'hypopharynx. On voit qu'on a une relation bien nette pour l'hypopharynx, également pour l'oropharynx, mais un peu moins marquée, et beaucoup moins pour les cancers de la cavité buccale. Et vous avez à côté les tests qui correspondent aux tests de la relation donc non linéaire entre score d'exposition cumulé et risque de cancer. On voit que cette relation n'est pas significative pour les cancers de la cavité buccale, alors qu'elle l'est pour l'oropharynx et l'hypopharynx. Alors, chez les femmes, bon, on ne voit pas globalement d'association avec l'exposition à l'amiante. Alors, chez les femmes, il y a beaucoup moins d'exposés que chez les hommes. Donc, on a aussi des problèmes de manque de puissance. Donc, l'exposition à l'amiante n'est pas significativement associée au risque de cancer de la cavité buccale ou du pharynx. Et c'est la même chose avec le score d'exposition cumulé qui ici a été découpé en 2 catégories, inférieure à la médiane, supérieure à la médiane. On n'a pas d'association significative, même si pour les cancers de l'oropharynx, dans la catégorie la plus élevée d'exposition cumulée, on a un odds ratio légèrement augmenté, mais non significatif. Concernant les autres localisations, on a mis en évidence une association significative entre exposition à l'amiante et risque de cancer nasosinusien, avec un odds ratio de 1,8 qui est statistiquement significatif. En revanche, on n'a pas mis en évidence d'association entre amiante et cancer du nasopharynx avec un odds ratio qui est proche de 1. Bon, il faut dire quand même que pour les cancers du nasopharynx, on a en tout 41 cas, donc on a une puissance limitée. C'est aussi compatible avec une augmentation qui serait de l'ordre de 2. Donc, pour terminer, bon, les forces de cette étude, comparativement aux études de cohortes qui portent sur des travailleurs exposés à l'amiante, donc qui ont en général une bonne évaluation de l'exposition, mais un nombre limité de cas, nous, une des forces de notre étude, c'est le nombre important de cas qui permet de distinguer précisément les sous-localisations et de modéliser la relation dose-réponse. Et puis, on a aussi des données détaillées sur les consommations de tabac et d'alcool, ce qui n'est pas non plus toujours le cas dans les études de cohorte de travailleurs. Bon, les limites, c'est le fait qu'on a une évaluation rétrospective de l'exposition à l'amiante et donc des biais de classement possibles. Et puis aussi, pas d'informations sur l'infection HPV, qui est un facteur de confusion potentiel pour les cancers de l'oropharynx. Donc pour conclure, donc cette étude apporte des éléments de preuve forts en faveur d'un rôle de l'exposition à l'amiante dans la survenue des cancers du pharynx et particulièrement de l'hypopharynx. Nous avons également mis en évidence une association significative entre exposition à l'amiante et risque de cancer de la cavité buccale, mais sans relation dose-réponse claire. Et enfin, les résultats suggèrent une association entre exposition à l'amiante et risque de cancer nasosinusien. Voilà. Donc, je voudrais aussi remercier donc, le programme Environnement Santé Travail qui a financé ce projet et les autres personnes de l'équipe qui ont participé. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Daniel. Oui, et j'invite maintenant Valérie Lecureur à nous rejoindre et à enchaîner donc sur la deuxième présentation. Donc Valérie Lecureur, vous êtes un professeur universitaire, chercheur à l'INSERM, à l'IRSET, Institut de recherche en santé, environnement et travail. Et vous allez nous présenter les résultats de votre recherche portant sur les effets des fibres courtes et longues sur le phénotype et les capacités d'efferocytose des macrophages. Donc on va s'intéresser cette fois-ci à la longueur des fibres d'amiante. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors moi, je ne vois rien à mon écran, pas facile. Vous aviez quelque chose à l'écran tout à l'heure, là, ici ? Oui, parce que là, j'ai rien du tout. Donc c'est vrai que vous aviez appuyé où là parce que... Il y a un monsieur qui... Parce que c'est vrai que c'est pas très... ça va être un peu compliqué sinon.
Il est où Non, mais, oui. Ça y est. Ah voilà, d'accord. Ok. Donc excusez-moi. Donc voilà, très rapidement. Non. Ok. Bon, je ne touche à rien, le moins possible. Bonjour à tous. Donc merci de me donner l'opportunité de présenter les résultats sur ce projet. Donc très rapidement, donc l'amiante, comme vous le savez, c'est un matériel donc inhalable qui, bien qu'il soit interdit de l'utiliser en France depuis 1997, est encore très présent donc, dans le bâtiment, et notamment les formes dites un peu dégradées, donc des fibres d'amiante qu'on appelait plus classiquement longues. Et donc, la question est de savoir si ces fibres courtes d'amiante qui se caractérisent par une taille inférieure à 5 microns ont des effets, on va dire, sur la santé ou non, puisque encore beaucoup d'interrogations étaient posées au moment où nous avons commencé ce projet. On sait bien que les fibres d'amiante sont à l'origine donc, de diverses pathologies chroniques, donc effectivement chroniques, c'est long pour observer une asbestose, un mésothéliome ou des cancers pulmonaires. Ce qu'on sait beaucoup moins, par contre, c'est qu'une exposition aux fibres d'amiante peut conduire à des auto-immunités. Ça a été beaucoup documenté aux États-Unis par l'équipe de PFO, notamment, sur les amphiboles. Donc, en fait, il existe différents types d'amiante et seuls les amphiboles seraient à l'origine donc, de cette auto-immunité qui se caractérise par la présence d'anticorps antinucléaires. Donc ça, c'était aussi une de nos interrogations, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur la silice cristalline, qui a des propriétés assez communes avec les fibres d'amiante. C'était aussi de savoir si on pouvait avoir ces phénomènes-là. Par ailleurs, ce qu'on sait aussi, c'est que les effets sanitaires de ces fibres d'amiante dépendent donc de la taille, bien sûr, donc des particules, de leur réactivité, mais bien sûr aussi de leur composition chimique. Et on s'est beaucoup intéressé à la taille. Donc pour faire ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une approche in vivo et in vitro et de comparer donc l'impact des fibres courtes d'amiante avec les fibres longues. Et pour cela, on a utilisé à l'origine les mêmes fibres qu'on a donc broyées et qu'on a caractérisées. Et on a bien sûr vérifié que ces fibres étaient donc plus courtes. C'est celles que vous voyez en bleu qu'on a appelées MAMO pour fibres broyées, si vous voulez. Et donc, ce qu'on voit qu'elles sont plus courtes, mais elles ont en fait la même largeur. Et donc, on a, à partir de cela, réalisé nos études donc, à la fois dans des macrophages donc, de souris et dans des macrophages humains. Et ça, c'était finalement intéressant parce qu'on a vu qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes réponses selon les espèces. Alors, je vous présente les premiers résultats avec les macrophages donc, de souris, la lignée J774. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que les fibres courtes, que je rappelle qu'on appelle MAMO, en fait, on les voit dans les macrophages, ce qui n'est pas le cas des fibres plus longues, qui, par contre, ça colle, quand même, collent aux macrophages. Donc, les petites sont internalisées, ce qui n'est pas le cas des grandes. Et en termes de cytotoxicité, je ne vous montre pas les résultats pour gagner du temps, mais les petites courtes avaient plus d'effets cytotoxiques dans les macrophages de souris. Et donc, on a également essayé d'observer la réponse donc, du macrophage. Est-ce que ça active le macrophage? Et ce qu'on constate avec les fibres petites, c'est qu'on a pas d'inflammation caractérisée par le TNF-alpha, mais par contre une inflammation caractérisée par la libération d'une alarmine, c'est-à-dire un petit signal de danger qu'on appelle l'IL-1-alpha. Et ça, c'était plus fort avec les fibres courtes que les longues. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà un profil inflammatoire différent dans ces macrophages de souris. Voilà, c'est un petit peu long. Et donc, on a essayé de caractériser en fait cette signalisation et on s'est intéressé à l'inflammasome. L'inflammasome, c'est une plateforme en fait de signalisation qu'on trouve dans la cellule et qui a besoin de 2 signaux pour être activé. Un signal de priming qui souvent implique le récepteur TLR4, donc c'est ce qu'on a essayé de regarder, et une activation de caspase 1 avec libération donc, de médiateurs pro-inflammatoires tels que l'IL-1 alpha et bêta. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que les petites fibres courtes activent plus fortement la caspase 1, donc impliquée dans cette activation de l'inflammasome, alors que, je ne vous présente pas les données, mais je vous donne le bilan, c'est que les plus longues induisaient plus d'apoptose, même si cette apoptose était relativement
faible concentration qu'on avait utilisée. Et donc, pour essayer de comprendre cette activation de l'inflammasome avec l'IL1-alpha, eh bien, on a regardé ce qu'il en était, donc c'est les graphes sur la droite, du rôle du TLR4, c'est-à-dire du récepteur impliqué dans le priming. Et effectivement, quand on utilise un inhibiteur, on perd cette activation. Et puis, alors, dommage que je ne puisse pas pointer, c'est vraiment dommage, mais sur mon petit graphe, une fois que l'activation de l'inflammasome est enclenchée, eh bien, il y a un pore à la membrane qui se forme. Ce pore s'appelle Gasdermin D. OK, Gasdermin D. Et donc, lui, il permet la sortie des petites cytokines. Voilà, donc il est là. Il permet la sortie donc, des cytokines et des médiateurs inflammatoires. Et quand on utilise des macrophages de souris, des macrophages péritonéaux de souris déficients en ce transporteur, on n'a plus donc, cette fuite. Donc, ce qui veut dire, c'est que ici, les petites fibres courtes sont capables d'activer cette plateforme de signalisation, donc NLRP3 inflammasome. C'est ce qu'on appelle la pyroptose. Je ne dois pas être douée pour le... Ça n'avance plus. J'ose plus de rien toucher. Non, c'est bon. Oui, merci. Donc ça, c'était dans les macrophages de souris. Donc évidemment, la souris, c'est pas l'homme. Donc on a aussi essayé d'aller voir ce qui se passait dans les macrophages humains à partir donc, de cultures primaires donc, qu'on obtient à partir de monocytes issus du sang. De la même façon, on a regardé la cytotoxicité et comme chez la souris, les petites étaient plus cytotoxiques. De la même façon, on a regardé s'il y avait une internalisation, elles étaient internalisées, les petites, et pas les grandes. D'accord ? Donc en gros, tout ça, c'était à peu près pareil. Ce qu'on a regardé ensuite, c'est l'activation de ces macrophages. Et pour regarder ça, les macrophages, en présence de ces fibres, peuvent s'activer soit de manière dite pro-inflammatoire, c'est ce qu'on appelle souvent le profil M1 des macrophages. Et là, ce qu'on voit, c'est que nos particules ici, vous voyez, se comportent comme des macrophages pro-inflammatoires pour l'expression donc, de ce marqueur qui est diminué dans cette situation-là. Et donc, ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'on avait une baisse en pourcentage des cellules qui étaient capables de présenter des marqueurs donc, de présentation antigénique. Alors certes, le macrophage, ce n'est pas la cellule spécialisée dans la présentation antigénique, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la cellule dendritique, mais le macrophage, à l'occasion, peut le faire. Et on voit ici que pour les petites particules, ces marqueurs sont diminués. Donc, de la même façon, on a aussi regardé la réponse inflammatoire pour vraiment aller jusqu'au bout de ce profil inflammatoire. Et ce qu'on voit, c'est que entre les fibres, eh bien, on a le TNF-alpha, donc cytokine pro-inflammatoire majeure, qui se comporte de la même façon entre les deux fibres. Mais on a une vraie différence avec l'interleukine 6, qui est une autre cytokine pro-inflammatoire majeure, où là, les petites fibres sont plus inflammatoires, je dirais. Et comme chez la souris, on a une libération d'interleukine de la plateforme inflammasome. Donc ce qu'il est intéressant de montrer ici, c'est que dans les macrophages humains, on a aussi une réponse différente entre les petites et les grandes, et que quelquefois aussi, la réponse est différente entre la souris et l'homme. Et donc, pour essayer de voir un petit peu ces effets donc auto-immuns et également fibrosants, profibrosants de ces petites particules, nous avons réalisé des études donc, chez l'animal in vivo sur des temps courts, sur 3 jours. Et donc, nous avons pu constater que les fibres longues, donc les PMO, sont plus inflammatoires, caractérisées par plus de neutrophiles, plus de cytokines pro-inflammatoires et des dommages cellulaires. Qu'on retrouve donc la présence de fibres d'amiante donc au bout de 3 jours à la fois pour les courtes et pour les longues, et ça a été dosé par ICP-MS, où on voit bien qu'à dans une exposition courte et aiguë, on a autant de silicium qui caractérise la nature, la composition de ces particules dans le poumon. Par contre, si on fait la même chose à 120 jours, c'est-à-dire après 4 mois d'exposition, et une seule exposition, j'ai oublié de le dire, de ces particules, eh bien, on voit tout de suite que les fibres longues, ici, d'accord, s'accumulent dans le poumon, et les fibres courtes ont globalement été éliminées. Et c'est ce qui est quantifié ici sur la droite. On voit bien donc le silicium qui caractérise la présence de ces fibres, beaucoup plus important donc avec les fibres longues, suggérant que les fibres courtes ont été clairées, éliminées du tissu pulmonaire.
Et ce maintien, si je puis dire, donc, de ces fibres longues dans le poumon entraîne une augmentation du TGF-bêta et du collagène soluble, montrant donc une fibrose pulmonaire qu'on a pu aussi constater par d'autres marquages histologiques dans ce tissu. Donc ce qu'on dit, c'est que les fibres courtes, elles ont disparu du poumon à 120 jours. Où sont-elles allées? Eh bien, elles ont été éliminées par le poumon. Et ce qu'on a pu faire, notamment par microscopie, c'est qu'on a essayé de retrouver donc, en lumière polarisée la présence de ces particules. Et vous voyez qu'on en retrouve ici, donc l'exemple que je vous ai donné, c'est dans la rate. Et cette quantification a été faite dans différents tissus, et ce sont les graphes que vous voyez sur la droite. On en retrouve donc dans la rate, dans le foie et dans les nodules donc dits médiastinaux qui sont autour du médiastin, c'est-à-dire près du poumon. Et ce que vous constatez, c'est que en bleu, les petites sont plus présentes dans ces tissus périphériques, même si certaines grandes ont pu passer. Donc suggérant qu'on a une meilleure clairance de ces petites, mais qu'elles s'accumulent dans des tissus extrapulmonaires, et donc ça peut être évidemment à l'origine d'effets néfastes. Alors, qu'en est-il de mon auto-immunité? Je ne vous en ai pas encore parlé. Eh bien, chez la souris, on a pu donc doser la présence donc, d'anticorps anti-dsDNA, et ces anticorps sont plus présents, comme vous le voyez, pour les fibres longues. Chez des patients, alors pas des patients, pardon, chez des professionnels qui ont été exposés, nous avons pu avoir 23 personnes exposées. Donc, vous voyez qu'on a souvent une co-exposition aussi amiante-silice. Et l'auto-immunité chez la silice est assez évidemment bien reconnue, ce qui est un peu moins bien démontré pour les personnes exposées à l'amiante. Et vous voyez ici que, en tout cas sur nos 23 patients, et sur 40% des gens qui étaient exposés à l'amiante, nous avons aussi observé des stigmates d'auto-immunité avec la présence d'anticorps antinucléaires. Toutefois, on ne peut pas dire si ça c'est lié à des fibres courtes ou longues, puisqu'on ne connaît pas la nature des fibres auxquelles ces personnes ont été exposées. Pour essayer de comprendre un peu pourquoi on aurait ces phénomènes d'auto-immunité, eh bien, on a regardé ce qu'on appelle l'efférocytose, c'est la capacité des macrophages à manger les cellules apoptotiques. Et on s'est intéressé à cela parce que nous avions précédemment montré que la silice altérait cette fonction majeure donc, du macrophage. Et ce que vous voyez, c'est qu'à la fois les fibres courtes et longues, donc en bas, là, donc, diminuent cette capacité d'efférocytose. C'est-à-dire que si les cellules apoptotiques ne sont pas éliminées par ce mécanisme, elles vont faire une nécrose secondaire, présenter des auto-antigènes, et notamment des antigènes nucléaires, ce qui peut être à l'origine donc, de ces réponses auto-immunes. Excusez-moi. Oui. Juste, je suis gardienne du temps. Donc... Voilà, et donc j'ai fini. Et donc on a regardé chez nos personnes exposées si on avait ce défaut d'efférocytose et on ne le constate pas. Et ça s'explique parce qu'on est probablement loin de l'exposition et que quelque part, le temps de culture, on a perdu cet effet-là. Et donc pour conclure, si la diapo veut bien passer. Voilà. Donc ce que nous avons montré, c'est que les fibres courtes, en effet aigu, entraîne donc un phénomène donc de pyroptose avec relargage donc, de petits médiateurs inflammatoires tels que l'IL-1, alpha et bêta, mais que ces fibres sont donc éliminées au cours du temps au profit donc, de tissus extrapulmonaires. Donc on a donc une redistribution de ces fibres, ce qui est moins le cas pour les fibres longues qui induisent plutôt une faible apoptose et un défaut de clairance qu'on retrouve dans les deux cas, avec une augmentation donc, des risques d'auto-immunité pour ces fibres longues qu'on retrouve moins avec les fibres courtes. Donc ma conclusion, c'est que les fibres courtes ne sont pas sans effet et qu'elles ont des effets propres, un peu différents des fibres longues et qu'il ne faut pas donc les négliger. Et je tiens à remercier donc mes collaborateurs, donc, ça, ce sont les 3 publications qui sont issues de ce travail. Et je tiens à remercier les collaborateurs donc, qui ont participé à ce projet, notamment l'équipe de François Huot donc, à Bruxelles, qui était cofinancée donc, avec nous. Et puis nos collaborateurs d'Italie qui nous ont caractérisé les fibres d'amiante. Et mon collaborateur immunologiste qui nous a réalisé donc, les tests d'auto-immunité. Merci beaucoup. Merci Valérie. Et puis on va enchaîner avec la dernière présentation portant sur cette session amiante. Donc on accueille Bénédicte Trouillet, donc, chercheur à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, donc l'INERIS,
qui va nous parler donc de la toxicité pulmonaire des fragments de clivage d'actinolite et de fibres d'amiante. Merci. Donc les fragments de clivage qui sont des particules minérales qui peuvent avoir les mêmes dimensions et les mêmes compositions chimiques que l'amiante. Et donc on se pose pas mal de questions et on s'est posé pas mal de questions à l'ANSES aussi sur leur toxicité. Donc je vous laisse la parole. Je vous remercie. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats de cette étude sur la toxicité pulmonaire de fragments de clivage d'actinolite en comparaison avec les fibres d'amiante. Cette étude a été réalisée en collaboration avec Didier Jean du Centre des Cordeliers, Baralo qui était effectivement le postdoc sur ce projet qui a beaucoup contribué, et l'équipe de toxicologie expérimentale à l'INERIS. Donc un petit peu de contexte pour commencer. On vous a présenté les fibres d'amiante, donc qui sont des minéraux, des roches naturelles qui sont des silicates hydratés et qui ont pour caractéristique une croissance unidimensionnelle qui forment donc des fibres longues et très filiformes et qui ont été réglementées par l'Organisation mondiale de la santé par des dimensions assez particulières qui sont donc une longueur au minimum supérieure à 5 micromètres, un diamètre au moins inférieur à 3 micromètres et donc un rapport d'allongement de longueur sur diamètre au moins supérieur à 3. Donc ça définit les fibres d'amiante. Et les fragments de clivage sont issus des mêmes roches, donc ils ont les mêmes compositions chimiques. La différence, c'est que la croissance n'est pas unidimensionnelle, mais bi- ou tridimensionnelle, ce qui donne donc des fibres plus courtes et potentiellement plus larges. Elles ne sont pas définies donc comme minéraux asbestiformes, et pour l'instant, il n'existe pas de réglementation sur ces fragments de clivage, qui sont pourtant utilisés dans des enrobés routiers et qui sont générés lors de fragmentation de ces roches. Et comme on peut le voir là sur le graphique que j'ai repris du rapport de l'ANSES, qui montre bien qu'en fait, sur la distribution des particules minérales allongées, on a une catégorie donc, de fibro-MS qui sont définies, comme je viens de le dire, avec un rapport d'allongement supérieur à 3, une longueur supérieure à 5 et un diamètre inférieur à 3 microns. Dans ces catégories, comme on vient de le voir dans la présentation d'avant, il existe donc des fibres courtes qui sont donc d'une longueur inférieure à 5 microns, mais qui ont le même rapport d'allongement et un diamètre faible également. Et quand on regarde sur les fragments de clivage, sur la partie donc, du graphique, on peut voir que les fragments de clivage, c'est un mélange de particules qui peuvent donc avoir un rapport d'allongement inférieur à 3, mais également un rapport d'allongement supérieur à 3, et qui peut avoir, effectivement, il peut y avoir des fibres définies comme OMS et des fibres courtes. Il y a quelques années, l'ANSES a demandé un travail bibliographique pour faire un peu le bilan sur ce qu'il existait comme données par rapport aux fragments de clivage. Le bilan a été qu'en épidémiologie, il existe un lien entre exposition des populations à des particules minérales allongées non asbestiformes et des particules minérales courtes, et la survenue de mésothélium. Et en termes de données toxicologie scientifique, il n'a pas été validé que les fragments de clivage étaient moins toxiques que leurs homologues asbestiformes. Donc l'ANSES a recommandé de conduire des études de toxicologie en utilisant des échantillons de particules minérales allongées rigoureusement caractérisées, puisque comme on peut le voir, la dimension joue un rôle prépondérant sur les effets. Donc l'objectif de ce travail a été d'évaluer les effets toxicologiques des fragments de clivage et de fragments de clivage d'actinolite en particulier, en comparaison avec le pendant amiante, donc de l'actinolite amiante, après une exposition à court et moyen terme, par des analyses histopathologiques du tissu pulmonaire,
des analyses de marqueurs précancéreux et fibrosants, mais également des approches de séquençage nouvelle génération telles que la transcriptomique et l'épigénétique, associées à une analyse de la biopersistance des fibres par une étude biométrologique avec un microscope électronique à transmission. Pour ce faire, donc, des animaux ont été exposés à 2 doses de fragments de clivage. Donc, dans la littérature, il a été montré que ce qui était important dans la toxicité de l'amiante, au-delà de la quantité de matériaux reçus, c'était plus le nombre de particules présentes dans les poumons. Donc, pour faire cette étude comparative, on a défini une dose d'exposition d'amiante basée sur la littérature et sur des études préliminaires. Et on a exposé donc les animaux à 2 doses de fragments de clivage, une dose correspondant en masse, donc là ici 3 mg par A, et une dose correspondant en nombre. Donc là, on a dû procéder à une analyse par microscopie électronique du nombre de particules présentes dans un échantillon pour avoir cette dose correspondante en masse. Donc là, qui correspond à 7 mg par A. Le protocole utilisé a été de fractionner cette dose totale en 5 instillations endotrachéales sur 14 jours. À la fin des expositions, les animaux ont été euthanasiés 24 heures après. Et pour d'autres groupes, 3 mois après exposition pour voir les effets de clairance, de biopersistance et les effets à plus long terme sur les animaux. Les animaux ont été répartis en plusieurs groupes. Un premier groupe a été utilisé pour faire l'analyse de la biopersistance. Donc là, les poumons ont été conservés en entier dans leur intégralité pour avoir une quantité totale de fibres dans les poumons, en comparaison entre 24 heures et 3 mois. Et d'autres groupes ont été donc utilisés pour faire différentes analyses. Donc là, le poumon a été séparé en 2. Une partie a été fixée en formol pour faire les analyses histopathologiques et des immunomarquages. Et l'autre partie du poumon a été lavée pour faire les lavages broncho-alvéolaires et les endpoints qui s'en suivent. Et le tissu pulmonaire, elle était stocké au moins 80 degrés pour faire des analyses RNA sec et méthylsec. Les différents endpoints qui ont été mesurés sont donc, comme je viens de le dire, la biopersistance en premier lieu pour quantifier la clairance des fibres dans les poumons. Et ensuite, toujours 24 heures après exposition et 3 mois après exposition, des analyses histopathologiques du tissu pulmonaire ont été faites pour mesurer donc les atteintes du parenchyme pulmonaire, les atteintes des voies respiratoires, les lésions vasculaires. Et différents marqueurs ont été définis sur la base de la littérature et des AOP fibrose et cancer. Pour mesurer donc la cytotoxicité, la quantification de TGF-bêta qui est un marqueur précoce de la transition épithélo-mésenchymateuse importante pour la fibrose, l'inflammation, l'apoptose et également donc des analyses de transcriptomique et d'épigénétique. Donc je vous ai résumé tous ces résultats dans un gros tableau parce que ça représente beaucoup de travail et beaucoup de résultats. Donc pour commencer, l'analyse de la biopersistance et pour commencer avant la biopersistance, la caractérisation des échantillons qui ont été administrés aux animaux, donc ce qui a été mis dans les poumons des rats, parce que l'échantillon de base a potentiellement été un peu altéré dû à la préparation de l'échantillon qui demande l'utilisation d'une méthode de dispersion et donc d'ultrasons, donc qui peuvent altérer et la longueur des fibres et leur nombre du coup total. Donc les échantillons qui ont été utilisés, donc les fragments de clivage, que ce soit la dose en masse ou la dose en nombre, sont à peu près similaires et représentent donc pour à peu près 75% des particules trouvées des particules non fibreuses. Il n'y avait que 24% des particules qui étaient fibreuses, mais non OMS. Et donc les particules
définis comme des fibres OMS ne représentaient que 1% de l'échantillon. Alors que pour l'échantillon d'actinolite amiante, là, on avait 12% de fibres vraiment définies comme OMS, 43% de fibres non OMS et 45% de particules non fibreuses, donc qui ne rentraient pas dans la catégorie des fibres. 3 mois après exposition, les échantillons étaient à peu près dans la même composition, dans la même répartition, que ce soit les fragments de clivage ou l'amiante. Et la biopersistance qui a été estimée était à peu près donc de 28%, de 30 à 40% des particules totales pour l'échantillon de fragments et de 20% pour l'échantillon d'amiante. Donc, ce qui signifie que les fragments de clivage, finalement, se sont moins bien éliminés des poumons en comparaison aux fibres d'amiante. Ensuite, nous avons analysé donc, un pool de marqueurs issus d'AOP, fibrose et cancer, qui sont donc l'analyse de la cystotoxicité qui a été faite dans les LBA, les lavages broncho-alvéolaires. Donc ici, on peut voir que les fragments de clivage ont induit plus de cytotoxicité à court terme et à plus long terme par rapport aux fibres d'amiante. Le dosage de TGF-bêta, donc, qui est un marqueur de la transition épithélo-mésenchymateuse, n'a été noté que pour l'amiante 3 mois après exposition. En ce qui concerne les cytokines inflammatoires qui ont été dosées, là encore, dans les lavages broncho-alvéolaires, ont montré une induction un peu supérieure pour les fragments de clivage par rapport à l'amiante, notamment à court terme, et assez comparable entre les fragments de clivage et l'amiante pour 3 mois après exposition. L'apoptose a été clairement détectée pour les fibres d'amiante et les fragments de clivage de manière équivalente, que ce soit 24 heures après exposition, mais également 3 mois après exposition, ce qui montre une persistance des effets assez majeure. Les analyses histopathologiques ont montré qu'il y avait des atteintes du parenchyme pulmonaire qui étaient importantes pour les fragments de clivage et l'amiante 24 heures après exposition, mais qui étaient plus importantes 3 mois après exposition, uniquement pour la dose nombre fragments de clivage et pour l'amiante. Les voies respiratoires étaient également atteintes de manière équivalente entre les fragments de clivage et l'amiante pour 24 heures après exposition, et plus importante pour l'amiante 3 mois après exposition. Il a été également observé des lésions vasculaires importantes pour les fragments de clivage, notamment 24 heures après exposition, et aussi 3 mois après exposition pour l'amiante et les fragments de clivage. Excusez-moi, le temps file. C'est ma dernière, je suis sur la fin. Et donc, les voies de signalisation qui ont été dérégulées et mises en avant, que ce soit pour les fragments de clivage et l'amiante, ont été l'adhésion cellulaire, la matrice extracellulaire, la transition épithélo-mésenchymateuse et le système immunitaire dans son ensemble. Donc, pour conclure, donc les fragments de clivage, finalement, dans les conditions choisies, 24 heures après la fin de l'exposition, les fragments de clivage d'actinolite présentent une toxicité pulmonaire au moins équivalente à celle des fibres d'actinolite amiante, alors que 3 mois après, cette toxicité demeure légèrement inférieure, suggérant une moindre pérennité des effets toxiques. Donc la suite de ce travail serait de faire une étude de vie entière pour voir le développement réel de tumeurs et essayer de trouver des marqueurs qui permettraient d'identifier des marqueurs circulants prédictifs à l'aide d'analyses de méthylation et de miRNA. Et pour remercier ce travail, donc Bara qui a beaucoup contribué, l'équipe de toxicologie expérimentale à l'INERIS, et l'équipe de Didier au Centre des Cordeliers. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup à nos 3 intervenantes qui nous ont présenté les derniers résultats de recherche en matière d'amiante et qui font suite à plusieurs expertises de l'agence. Je vais faire un peu le lien entre ces travaux et les expertises passées pour montrer en quoi elles apportent des informations très utiles pour nous et complémentaires à ce qu'on a pu mettre en évidence. Donc, sur la première présentation de Daniel concernant les expositions professionnelles à l'amiante et le risque de cancer des voies aérodigestives supérieures, des VADS, je vais faire le lien avec l'expertise que l'on a menée sur l'expertise préalable à la création de tableaux de maladies professionnelles qui mettait en avant un niveau de preuve avéré entre le cancer de l'ovaire et le cancer du larynx et l'exposition à l'amiante, mais qui avait souligné le niveau de preuve limité entre les expositions à l'amiante et le cancer du pharynx. Donc avec les travaux aujourd'hui présentés par Daniel, ça remet sur la table cette question d'exposition et de lien avec le cancer du pharynx, avec un niveau de preuve qui cette fois-ci n'est peut-être plus si limité qu'on avait par le passé. Les deux présentations qui ont suivi portait donc sur les effets des fibres courtes d'amiante. Alors les fibres courtes, c'est une longue histoire à l'ANSES. Ça avait commencé en 2009. On avait fait un état des lieux des connaissances relatives à ces particularités de fibres. Parce que bon, le critère dimensionnel dont on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment un critère qui a été fixé arbitrairement, qui était lié à des questions de métrologie. Et donc, historiquement, on a mesuré les fibres longues et toutes les études épidémiologiques portaient sur ces fibres longues. Et s'est posé la question et les fibres de taille plus petite, quels pouvaient être leurs effets. Cette expertise a été remise à jour en 2022 puis 2024 et soulignait donc que les fibres courtes pouvaient avoir un effet biologique. Mais la nouveauté apportée par cette étude, c'est aussi l'effet propre de ces fibres courtes d'amiante et puis le fait qu'elles puissent se déposer dans d'autres sites que le site pulmonaire. Et ça ouvre d'autres perspectives de recherche aussi, de poursuite des travaux. Donc c'est vraiment très enrichissant par rapport à l'expertise à nos expertises. Et puis la dernière présentation portait donc sur les fragments de clivage. Donc là, c'est une étude effectivement plus ancienne, une expertise plus ancienne qu'on a menée en 2015 et qui a rappelé Bénédicte, pour lesquels on avait peu d'informations de toxicité relatives à ces fragments de clivage, donc ils sont vraiment très similaires en termes de dimension et de chimie aux particules d'amiante. Et cette étude apporte des éléments complémentaires sur la toxicité propre de ces fragments de clivage et invite aussi à poursuivre encore la recherche sur ces fragments de clivage. Donc merci beaucoup pour ces études très intéressantes. Et puis on va pouvoir passer peut-être la parole à la salle, peut-être dans un premier temps, pour des questions. Ou à distance, je ne sais pas, Aurélie, si tu as... Ah. Peut-être vous présenter, parce que voilà, avant votre intervention, et puis vous levez, parce qu'on est filmé, a priori. Alors, on est filmé, en plus. Alors, Pascal Huard d'Elsevier, je fais partie du CSE d'Elsevier. Et la question, c'est sur les fragments courts et les autres, là, est-ce qu'ils sont présents dans les matériaux qu'on trouve dans les bâtiments en proportion importante? Je suppose que les fibres courtes, c'est de la dégradation ou elles y sont à l'origine? Et les autres, je ne sais plus quel nom vous avez. Oui, c'est ça. Les fibres courtes, ce sont des produits de dégradation en fait, des fibres longues dans le bâti vieillissant. En fait, c'est ça. Oui. Pour les fragments de clivage, j'avoue que je ne suis pas sûre en fait, de leur présence ou pas. Comme c'est des choses qui ne sont pas du tout réglementées et qui sont présents dans les mêmes roches que l'amiante, je suppose que oui, mais... Alors, juste pour peut-être un petit élément complémentaire sur les fragments de clivage, ils vont se former par cassure, surtout dans fibole. C'est ce type d'amiante qui va fournir des fragments de clivage. Les serpentines, qui ont une croissance unidirectionnelle et des fibres très longues et très fines, ne conduisent pas à des fragments de clivage. Donc, effectivement, le chrysotile qui a été très utilisé dans le bâtiment ne va pas fournir produire de fragments de clivage si on intervient sur un matériau qui contient du chrysotile. On peut retrouver ces fragments de clivage dans les enrobés routiers, parce que là, c'est de l'actinolite qui est utilisé, et donc l'actinolite étant une amphibole, peut conduire à des fragments de clivage.
Peut-être une question en ligne qui s'adresse peut-être à Madame Luce. A-t-on identifié les métiers pour les cas de oropharynx, hypopharynx et nasosinusien? Après, bon, les métiers, on peut les retrouver. On part des métiers en fait pour évaluer l'exposition, puisqu'on utilise une matrice emploi-exposition. Donc là, on n'est pas reparti en arrière pour identifier précisément les métiers qui étaient exposés. Mais enfin, c'est des métiers exposés à l'amiante en général. Il n'y a pas de particularité de métiers pour ces cancers-là. C'est des métiers exposés à l'amiante, c'est les mêmes métiers exposés que pour voilà que ceux pour lesquels on voit des excès de cancer du poumon ou de cancer du larynx ou voilà ou de mésothéliome. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour. Je voulais revenir vers vous par rapport à... Donc on a vu que les fibres courtes étaient évacuées du poumon, contrairement aux fibres longues, mais qu'elles pouvaient se retrouver dans le foie et dans la rate. Donc est-ce qu'il y a une biopersistance dans le foie et la rate, et qu'est-ce que ça peut induire, notamment en termes de cancérogénèse pour le foie et la rate? Eh bien, on ne sait pas. On n'est pas allé jusque-là, en fait. Mais c'est plausible. Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir effectivement qu'est-ce qu'elles font dans ces organes où elles se retrouvent. Donc c'est tout à fait légitime de se poser cette question-là, notamment dans le médiastin, là, donc, qui reste très près du poumon. Non, ça suppose en fait qu'il y ait une clairance via le système lymphatique, d'une part. C'est pour ça qu'on les retrouverait là, quoi. Mais on n'est pas allé au-delà de ça, en fait, à ce stade-là. Le projet était déjà terminé, je veux dire. Question à distance, peut-être, non? Aurélie, je ne sais pas s'il y en a. Une dernière question en ligne sur les conséquences de l'exposition aux fibres de verre, un parallèle aux présentations qui ont été faites, auxquelles les travailleurs du bâtiment sont souvent exposés. Est-ce qu'il y a des parallèles, des conséquences connues pour ces fibres? Je ne sais pas, Daniel peut-être? Je ne suis pas spécialiste. Ben, bon, c'est... il n'y a pas... Enfin, moi, je ne parle que des effets cancérogènes. Moi, je suis épidémiologiste, donc je ne sais pas s'il y a des études in vitro ou in vivo sur les fibres de verre. Mais bon, il y a... c'est encore discuté, mais les fibres de verre, mais bon, globalement, il y a beaucoup moins d'éléments que sur l'amiante. Nous, on a regardé aussi, d'ailleurs, dans le projet, on avait aussi information sur des expositions. Alors, aux fibres minérales artificielles, en général, y compris laine de verre, laine de roche et fibres de céramique réfractaire, et on ne voit pas grand-chose. Mais bon, donc c'est discuté, mais c'est pour l'instant, il y a quand même beaucoup moins d'effets que pour les fibres d'amiante. Après, pour compléter, le matériel fibreux, de manière générale, a quand même effectivement un effet de par sa dimension, et notamment tous les travaux sur les fibres, les nanoparticules, les nanotubes qui sont fabriqués et qui sont utilisés là-dedans, qui sont étudiés dans les études de toxicologie. Il a été montré qu'ils ont des effets assez similaires aux fibres d'amiante, mine de rien, même si c'est issu de produits carbonés et que la nature chimique est très différente. Mais le fait que ce soit des fibres, ça joue beaucoup sur les effets toxicologiques, quoi.